Chez l'enfant, jouer, c'est plus que prendre du plaisir. Selon les spécialistes en santé, le rôle du jeu dans l'apprentissage ne doit pas être sous-estimé. Les conditions physiques sont l'un des éléments clés d'un développement sain chez l'enfant. Vous l'avez certainement compris, chers internautes, aujourd'hui nous parlerons de l'intérêt du jeu dans le développement psychomoteur de l'enfant. Bienvenue donc à toutes et à tous et merci de nous préférer. Celui qui va répondre à nos questions aujourd'hui, vous le connaissez très bien, il s'agit du docteur Doucet Makos, médecin pédiatre, à qui nous souhaitons le bienvenu. Bonsoir Madame Gracia, je salue tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Alors, chers internautes, sans plus tarder, nous allons aller à l'essentiel. Et notre première question sera de savoir pourquoi le jeu est si important dans le développement de l'enfant. Alors, je pense que votre introduction donne déjà la réponse en partie. Le jeu, en fait, c'est même pas définition de façon littérale. Ça exprime une activité psychique ou une activité physique qui est improductive. Alors, et quand vous voyez la définition du mot développement psychomoteur, vous comprenez aussi que ça renvoie au mouvement, donc au physique et également au psychique. Et je peux vous dire que le jeu vraiment fait partie de l'essentiel, de ce qui va apporter essentiellement ce qu'il faut à l'enfant en matière d'apprentissage, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan psychique. Donc le jeu a toute son importance et je pense que ce n'est pas seulement les enfants, c'est aussi bien les enfants que nous les adultes. Le jeu est très important. D'accord, et ça dit qu'un enfant qui ne s'amuse pas ne peut pas bien grandir? Bon, est-ce qu'on peut dire ça? Moi, je parlerai plutôt d'épanouissement, parce que le jeu, c'est une fonction d'épanouissement. Qui dit jeu, comme l'avait dit tout à l'heure, dit plaisir. Alors, dit recherche de plaisir, parce que dans le jeu, il n'y a pas que le plaisir. Dans la recherche de ce plaisir, justement, l'enfant peut retrouver ce plaisir comme peut ne pas le retrouver et donc avoir des frustrations. Alors, et qui dit jeu, dit également échange. Vous voyez. Donc, à travers le jeu, il y a l'expression des émotions, il y a l'apprentissage qui se fait. Et donc, franchement, je pense qu'un enfant qui ne joue pas, je ne vois pas comment il va s'épanouir, comment il va faire des apprentissages, puisque le jeu, c'est quelque chose qui se déroule dans un cadre qui n'est pas vraiment sérieux. Et c'est d'ailleurs ça qui le différencie du travail, où c'est un peu plus sérieux. Je pense qu'un enfant qui joue au football dans le quartier, on va dire qu'il est en train de jouer. Mais si c'est une compétition, je pense que là, le jeu devient vraiment pour lui quelque chose de sérieux par rapport auquel on attend des résultats. Vous voyez, donc on ne peut pas vraiment, dans ce cadre, dire que le jeu est vraiment du jeu comme on le dit pour lui. Pour nous qui le regardons, nous distraire, nous divertir. Dans ce sens, c'est un jeu, mais pour lui qui est acteur, dès que ça devient sérieux, il ne joue pas. Il ne joue pas. Et donc, on ne peut pas même concevoir qu'un enfant va faire les apprentissages sans passer par le jeu. Ça ne se conçoit pas. D'accord. Alors, quels sont ces jeux-là qui favorisent le développement psychomoteur de l'enfant? Alors, comme vous le savez, il y a toute forme de jeux. Il y a des jeux qui sont spontanés. C'est-à-dire que l'enfant va essayer de créer lui-même. D'accord? Mais il y a des jeux qui sont déjà conçus avec des étapes bien connues par rapport auxquels le parent même va essayer de le soumettre. Alors, par rapport au premier aspect, il faut noter que les enfants, ils s'improvisent beaucoup. Donc, pour eux, ils se connectent à tout ce qui est de dans leur entourage, dans l'environnement, j'allais dire. Vous voyez, donc, il peut jouer même avec un bic. Un stylo. Il peut jouer avec un carton. Il peut jouer avec tout. Et même avec le doigt de sa maman. Même avec les seins de sa maman. C'est ce que j'allais dire, s'il joue avec ses doigts. Il peut jouer avec ses propres doigts, comme il peut jouer avec les doigts de sa maman, avec le sein de sa maman. Ouais. Donc, c'est déjà pour vous dire qu'un enfant qui naît de façon instinctive est déjà porté vers le jeu. Maintenant, compte tenu
de ce que nous recherchons dans le développement psychomoteur, il y a des jeux qui sont intéressants, qui vont venir aider l'enfant. Donc, en tant que parent, nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de comprendre que l'enfant, pour un bon développement psychomoteur, a besoin des jeux pour évoluer. Parce que tout ce qui est apprentissage, il faut s'exercer. Donc, il faut l'amener à s'exercer pour évoluer. Et quand nous parlons de développement psychomoteur, nous voyons déjà la motricité. Et donc, par rapport à la motricité, tout ce qui va lui permettre d'utiliser ses doigts est le bienvenu. Et puis, si vous vous rappelez bien, vous allez vous souvenir que dans l'émission sur les écrans, nous avons insisté qu'il ne faut pas occuper l'enfant, par exemple, devant l'écran, qu'il faut le laisser lui-même jouer avec les objets de son environnement pour pouvoir utiliser ses mains. Donc là, on peut mettre à sa disposition n'importe quoi. Quand je prends un exemple, là, nous avons un jeu de construction qui est devant nous. Cet objet seul, qui ne constitue pas encore le jeu de construction, peut servir à un enfant parce qu'il faut qu'il apprenne à toucher, à saisir ça, à bien tenir, à tourner, à même goûter. Parce qu'arrivé à un certain âge, vers 6 mois par exemple, ils mettent tout dans la bouche. Et avec le temps, il va évoluer. Et donc, quand il va évoluer, il va chercher maintenant à créer. Puisque si vous faites à côté de lui des gestes qu'il voit, il voit que vous agencez ça, par exemple, lui-même va essayer d'agencer. Donc, c'est pour vous dire que les jeux, avec l'âge, avec le temps, l'enfant va évoluer dans les différents jeux. Et en tant que parent, ce qu'il faut rechercher au premier moment, c'est que l'enfant puisse utiliser sa main. Il y a d'autres jeux sur lesquels on pourrait toujours revenir. Oui, donnez-nous un autre exemple, à part le jeu de construction. Bon, encore qu'ici, je ne parlais pas encore du jeu de construction. J'ai juste pris un élément du jeu de construction pour expliquer que l'enfant doit apprendre à toucher. Ça, c'est déjà une première phase. Dans la seconde phase, il va apprendre à faire les agencements. Et donc, par rapport à son développement psychomoteur, il va affiner la motricité de ses doigts. Donc, il va apprendre à utiliser ses doigts. Parce que pour travailler, nous utilisons souvent notre doigt et nous utilisons également notre cerveau, notre psychisme. Ouais. Donc, dans une phase, quand il va évoluer vers 6 mois, par exemple, il va commencer à toucher, à vraiment voir quelle est la réalité des faits. Mais après, autour de 1 an, c'est qu'il peut saisir les objets et les empiler. Il peut les empiler l'un sur l'autre. Mais après, il va falloir qu'il devienne créatif. Parce que quand on prend un objet comme ça, il va voir qu'on peut disposer ça de cette façon pour l'aligner. Donc là, il commence à devenir créatif. Et ça, c'est une fonction importante du jeu. La créativité. Puisque un adulte qui n'est pas créatif, vous imaginez qu'est-ce qu'il peut apporter à la société. Et un enfant, il est un adulte en devenir. Il n'est pas un adulte en miniature. Il est un enfant, il va devenir un adulte. Donc, c'est important qu'il sache créer. Et pour ça, les jeux de construction, par exemple, sont vraiment importants pour permettre à l'enfant de créer. Parce qu'à travers les objets qu'on va lui donner, lui-même va essayer de fabriquer des avions. Ça va avoir des formes grossières, vous voyez. Et donc, de la création, il va commencer à rentrer dans l'imagination. En créant des avions, après, il va commencer à s'imaginer qu'il peut faire des jeux de rôle, voilà, de rôle. Il va faire décoller l'avion, il va le faire poser. Sans même avoir un avion. Voilà, sans même avoir un avion en main exactement tel que Chola vous l'avait dit. Donc, vous voyez le rôle du jeu par rapport aux différentes étapes que l'enfant doit subir déjà par rapport à sa motricité, mais en même temps par rapport à son psychisme. Puis nous avons parlé de la créativité, nous avons parlé de l'imagination. Et il n'y a pas que ça. Après, dans les jeux, il y a les échanges. Dans le jeu, il va apprendre à partager. Parce que le même jouet, ils seront 2. Il va d'abord apprendre à coopérer avec d'autres enfants. Par exemple, si c'est qu'il doit faire des jeux de construction pour rester sur cet exemple, il le fait, l'autre dit non, c'est pas bon. Si c'est son grand frère, par exemple, c'est pas bon, il refait. Voilà, vous voyez, donc c'est autant d'éléments que le jeu apporte à un enfant. Alors, certains parents mettent beaucoup de limites aux enfants. L'enfant ne doit pas courir, il ne doit pas sauter. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, c'est vrai que le jeu est un besoin de l'enfant. Mais il n'y a pas que ce besoin. Dans les besoins de l'enfant, il y a aussi le besoin de sécurité.
Donc, le parent a le souci que son enfant soit vraiment en sécurité. Alors, donc, c'est un comportement qu'on peut comprendre, mais il faut satisfaire les besoins de l'enfant de façon à les équilibrer. Et pour l'enfant, quand il a fini de manger, quand il a fini de dormir, le reste du temps, il n'y a que le jeu. Donc, la crainte, c'est-à-dire le souci de sécurité ne doit pas faire qu'on l'empêche de jouer. Il faut le laisser jouer, il faut encadrer ça, il faut assurer sa sécurité. Et ça fait partie également de la définition du jeu, puisque le jeu, c'est liberté et c'est sécurité. Dès que vous faites le jeu dans un espace qui n'est pas sécurisé, je pense que là, il n'a plus lieu de parler de jeu. Lorsque vous faites le jeu, l'enfant n'est pas libre et qu'on doit le forcer à jouer, je pense que là, ce n'est plus un jeu. Donc, ça, c'est que les parents doivent comprendre, par exemple, que pour que l'enfant puisse marcher, même avant d'aller au jeu, pour qu'il puisse avoir plutôt les acquisitions de base, c'est important qu'on le laisse faire l'expérience. Et le jeu est un bon élément parce que, en plus du fait qu'il fait l'expérience, il recherche son plaisir, il s'amuse. Et donc, je pense que les mères, c'est vrai, elles sont protectrices, vous êtes protectrices, mais vraiment, je pense que sur cet aspect, si une mère est trop protectrice, ça n'arrange pas l'enfant. Au lieu d'empêcher l'enfant de courir, on peut peut-être ranger. Voilà, ranger les objets qui traînent, voilà. Et puis... D'accord. Merci bien pour tous ces apports. Que pouvez-vous conseiller donc à ces parents, à part le fait de ranger les objets qui traînent? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour quand même que l'espace de jeu de l'enfant soit sans danger pour lui? Il faut les ranger simplement. Je pense que les parents, tout parent doit faire preuve de bon sens. Bon, il suffit juste d'y penser et à l'avance pour trouver l'inspiration, ce qu'il faut faire. On ne peut pas donner des conseils types. Mais c'est que nous insistons sur le fait que le jeu est capital pour l'enfant. Et donc, pour ça, le parent doit lui garantir les conditions qu'il faut pour jouer. Et puis, ce n'est pas tous les jeux qui nécessitent vraiment qu'on range. Parce que nous disons jeu, nous ne disons pas jouer. Il y a des jeux qui peuvent se faire avec le langage. Où la maman répète un mot et l'enfant aussi répète le mot. Par exemple, et les enfants, il y a des jeux qu'ils regardent à la télé, par exemple, ou bien qu'ils entendent à côté, qu'ils vont répéter en jouant. En jouant, un enfant peut insulter. En jouant, un enfant peut insulter, par exemple. Et là, vous savez, quand il insulte dans le jeu, ça passe. Ce n'est pas répréhensible. Parce qu'on comprend, mais à travers ça, déjà, la maman, ça lui permet vraiment d'éduquer. Son enfant dit, ah, ça, on ne le dit pas. Mais elle comprend que l'enfant est en train de jouer. Oui. Et à travers le jeu, la maman transfère beaucoup de choses. C'est une occasion pour la maman d'éduquer son enfant. Parce qu'il y a les jeux éducatifs aussi, qui ne nécessitent pas vraiment un danger et autres. Quand je prends l'exemple du livre, de ce livre, qui est un livre imagé, où on voit assez de dessins, on voit le Père Noël, on voit des animaux, un certain nombre de choses. La différence avec ce que l'enfant va voir à la télé, c'est qu'il le voit en dessin, il va chercher à toucher. Et donc, il va comprendre qu'il touche un dessin. Vous voyez? Et puisque là, ça ne bouge pas. Donc, vous voyez, au niveau même de la compréhension de l'enfant, il y a des questions qu'il va se poser, qu'il va s'imaginer, et il va rentrer dans la réalité vraiment des choses à travers un livre imagé. Ça n'a pas besoin qu'on range l'espace outre mesure. Donc, voilà. Si on veut vraiment que son enfant joue, je pense qu'il n'y a pas de limite. On trouvera comment gérer. Mais c'est qu'il faut déjà que le parent comprenne que le jeu, c'est quelque chose de clé, de capital pour l'enfant. Et qu'un enfant ne peut pas ne pas jouer. Merci bien. Nous allons aborder un cas pratique. Il y a une internaute qui rencontre quelques difficultés avec son enfant de 4 ans. Elle a posé le problème et aimerait savoir quelle attitude tenir face à cela. Donc, je vais vous lire rapidement sa préoccupation et vous allez opiner là-dessus. Alors, je suis une mère de 3 enfants. Mon aîné a 4 ans et quelques mois, mais ne parle pas. Il n'est pas sourd-muet. Tout ce qu'on lui dit de faire, il le fait, mais quand tu lui parles, il n'arrive pas à s'exprimer.
Il prononce quelques mots du genre « maman, je veux boire »,« maman, j'ai faim » et c'est tout. Il a de ces comportements bizarres, genre aller se réfugier seul dans la chambre alors que ses frères sont là. Il joue tout seul, sans personne, il préfère rester dans son coin. Il aime regarder aussi les dessins animés et répète les gestes qu'il voit à la télé, tout ce que les gens font dans la série. Son papa l'a inscrit à l'école et la maîtresse a trouvé que l'enfant est très intelligent parce que tout ce qu'elle lui demande de répéter, il le fait. Mais le seul problème, c'est que hormis cela, il ne dit plus rien. La fois dernière, le fondateur de l'école a fait venir des spécialistes à l'école pour contrôler les enfants. Et il s'est avéré que mon fils a un problème et dans leur explication, il se pourrait que ça soit l'autisme. Ils ont remis un papier à son papa qu'il envoie à l'hôpital. Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi. Je pense que dans la préoccupation du papa, il y a vraiment lieu de s'inquiéter. Parce que on voit que le comportement de cet enfant n'est pas normal pour son âge. Et on voit que ce n'est pas un enfant qui joue. Et au niveau des échanges, son champ lexical est vraiment pauvre parce que juste, il répète des choses, mais il n'entreprend pas, il ne parle pas. Et il y a un article qui est sorti là. Je pense que suspicion d'autisme. Bon, l'autisme, c'est un peu délicat. Ce n'est pas un diagnostic sur lequel il faut aller facilement comme ça. Et donc, s'il y a un conseil qu'on peut donner déjà, c'est que ce papa se rapproche d'un pédopsychiatre. C'est-à-dire, le pédopsychiatre, c'est le médecin psychologue de l'enfant, donc le pédiatre psychologue de l'enfant, ou bien le psychologue pédiatre de l'enfant. Vous voyez, donc, pour qu'on voit un peu déjà au niveau de l'histoire de la grossesse de cet enfant, les différentes étapes de son développement psychomoteur, s'il y a eu des retards, et qu'on puisse regrouper les informations qu'on a, ce que nous appelons un résumé syndromique, c'est-à-dire les ensembles de signes qu'on a pour avoir des orientations. Alors, mais au-delà de l'autisme, ce à quoi on peut également penser, ça peut être un enfant qui est introverti, pour rester simple. Parce qu'un enfant, habituellement, il est extraverti. C'est-à-dire ce qu'il voit faire autour de lui, il répète, il veut le faire, et il imite beaucoup, il raconte des histoires et autres. Mais il y a des enfants qui, compte tenu de leur vécu, compte tenu de la façon dont l'interaction mère-enfant ou bien la relation que l'enfant a avec ses parents, si ça ne se passe pas bien, c'est un enfant qui a des émotions, mais que les parents n'ont pas identifiées. C'est-à-dire il veut jouer, il est privé de jeu, il est devant les écrans tout le temps, ou bien il n'a pas l'espace pour jouer, ou bien il n'a personne avec qui il peut jouer. Vous voyez? Donc tout ça, il peut finir par l'introverti, pas garder ça sur lui et donc se renfermer complètement, et ça devient pour lui un mode de fonctionnement. Donc il va répéter juste les mots parce qu'il a entendu qu'il faut répéter, il répète et puis ça s'arrête là. Vous voyez? Et par rapport à ça, la relation, le contact physique avec les parents, c'est très important. Et c'est en cela que nous devons également faire la promotion des jeux interactifs. Parce qu'il y a des jeux, quand je prends l'exemple des jeux vidéo où l'enfant joue seulement avec la télévision, avec l'écran, ce n'est pas la même chose qu'un jeu dans lequel l'enfant interagit avec ses frères, avec ses parents. C'est-à-dire un jeu dans lequel il a également de la frustration. Et ça aussi, c'est important. Le jeu, c'est recherche de plaisir. Mais dans la recherche de ce plaisir, on peut avoir la frustration. Et ça, c'est un principe de la vie. Là où il y a le bien, il y a le mal. Là où il y a le beau, c'est parce qu'il peut y avoir le vilain qu'on peut parler du beau. Et vous voyez, donc, ça va agir, ça va permettre à formater également sa personnalité. Et pour cela, il y a un type de jeu très important, c'est-à-dire bon, dédié aux grands enfants, dont on n'a pas parlé, les jeux de société, où on apprend à perdre et à gagner. Nous connaissons les jeux de ludo, les jeux de dames, vous voyez. Même le football, c'est un jeu de société où nous apprenons à perdre, à gagner. À perdre ensemble, à gagner ensemble.
Voyez, donc c'est vraiment important, et si j'ai un conseil à donner à ce parent, c'est déjà ce que j'ai dit, mais au-delà de ça, si j'ai un conseil à donner à d'autres parents pour qu'ils ne tombent pas, je ne dis pas que c'est forcément le diagnostic de cet enfant, hein, ça peut être plus complexe que ça, mais c'est qu'il faut le contact avec les enfants, il faut jouer avec ces enfants. Alors, et j'ai lu même dans des documents que le fait pour nous parents même de jouer avec les enfants, ça nous replonge dans notre passé, ça nous permet également de libérer des émotions. En même temps, nous apprenons également à l'enfant à comment gérer ses émotions, à agir sur sa maîtrise de soi et autant. Le jeu, c'est vraiment quelque chose de génial, et il faut vraiment qu'on y accorde du temps pour ne pas tomber dans des situations comme celui que nous sommes en train de suspecter. D'accord. Au cas où le diagnostic qui a été posé serait correct, est-ce qu'il y a espoir pour cet enfant-là, qu'il puisse quand même un jour parler, s'amuser comme les enfants de son âge? Oui, si la prise en charge est bien faite, l'espoir, ça dépend de ce que nous mettons dans l'espoir. Ça dépend des attentes. En matière de développement psychomoteur, il y a juste une moyenne. D'accord, où on peut dire oui, c'est acceptable, c'est bien, c'est très bien, mais on peut pas dire, on peut pas donner une note, parce que un enfant peut être doué dans un domaine et il peut ne pas être doué dans l'autre domaine. Et quand vous voyez le trait de personnalité d'un être, ses qualités peuvent faire ses défauts et vice versa. C'est-à-dire selon le contexte, une qualité peut être un défaut. S'il est réservé, il y a des milieux dans lesquels le fait d'être réservé, ou même des professions dans lesquelles le fait d'être réservé sera un atout pour lui. Exactement. Par contre, s'il est quelqu'un qui parle tout le temps, qui dit tout ce qu'il pense, vous voyez, il y a des métiers, pareil, des fonctions auxquelles il ne peut pas aspirer. Donc, ça dépend de ce qu'on y met. Mais en travaillant, c'est dit, on va récupérer au moins pour récupérer le basique. Le basique pour lui permettre quand même de se sociabiliser, parce que la dimension de l'homme par rapport à l'animal, c'est quand même d'interagir, d'échanger avec son entourage. Donc voilà. Alors c'est l'heure du conseil. Qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil aux parents qui nous suivent actuellement? Alors, donc, je voudrais déjà dire que l'objectif de cette émission, je n'en doute pas, ce n'est pas de dire aux parents vraiment quels sont les meilleurs jeux, mais c'est vraiment de dire à nous parents, de nous dire à nous-mêmes parents que c'est important que nous consacrons déjà du temps, que nous observons nos enfants jouer et que nous participons au jeu. Ensuite, que nous ne les empêchons pas de jouer et que le jeu soit vraiment un moyen pour nous de leur transmettre du savoir. Et je reviens toujours sur les écrans pour dire que c'est un grand piège qui vraiment nous prend du temps et qui nous empêche de consacrer le temps qu'il faut aux apprentissages et qui empêche l'enfant vraiment de jouer avec ses mains. Et je terminerai en disant qu'un enfant, il peut jouer avec tout. On n'est pas obligé d'aller payer des jouets chers. Si on en a les moyens, c'est bon. Mais si on n'a pas les moyens, à partir d'un carton, par exemple, avec quelques brindilles de balai, et bon, c'est des exemples que je donne. Et avec quelques objets, on peut apprendre à un enfant à fabriquer une petite voiture. Et puis voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour... C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité. Non, c'est moi. Alors, chers internautes, il est important que les parents comprennent que le jeu est beaucoup plus qu'un passe-temps récréatif pour l'enfant. Le jeu est essentiel pour l'enfant et cela contribue à son bon développement. Ce sera tout pour ce rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker l'émission et abonnez-vous à la page si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt pour d'autres thèmes qui vont encore plus vous accrocher. Bye bye.